allons avoir besoin de votre expertise en tant qu'avocat spécialisé dans le monde musical, je crois. C'est ça votre titre? Oui. Première question, pour nous situer un peu dans le contexte de votre cheminement artistique. Nous avons lu dans votre livre, tout le monde vous dira non, que vous êtes un des auteurs du tube « C'est l'amour ». En fait, c'est un travail familial. Expliquez-nous un peu, est-ce qu'il y avait une démarche artistique là-dedans? Est-ce qu'il y avait vraiment un désir de percer la scène? Non, pas du tout, parce qu'en fait, mes parents étaient des musiciens amateurs, des musiciens de classique amateurs. Tous les lundis soirs, chez eux, ils organisaient des petits concerts entre amis. Donc on a toujours baigné dans la musique. J'ai un frère qui lui a fait le conservatoire, mais on s'amusait toujours à chanter entre nous. Et un jour, à Paris, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, mon frère a dit, tiens, si on faisait une chanson qui finirait toujours par C'est l'amour. Mais en fait, on ne pensait même pas en faire un disque, c'était comme ça pour s'amuser. Et on a récupéré alors des bandes qu'il avait déjà enregistrées. On a fait le texte, mes deux frères ont chanté dessus, dans l'idée d'avoir un enregistrement. Et ma belle-sœur, donc, qui était sa femme à l'époque, quand elle a écouté ça, elle a dit, écoutez, ça va être un carton gigantesque. Allez le présenter dans les maisons de disques à Paris. Et donc là, en allant voir les maisons de disques, on a été voir 12 maisons de disques et il y a eu 11 refus. Donc moi je me suis dit, bon tout le monde va dire non, ça sert même à rien qu'on aille au dernier rendez-vous, rentrons. Puis comme j'étais avec ma sœur, elle m'a dit, mais non, on a déjà pris rendez-vous, allons quand même là-bas. Et là on y arrive, et puis on fait écouter le disque. Et je me souviens que le directeur artistique, qui est un très grand directeur artistique à Paris, c'est lui qui a signé Rock Voisine d'ailleurs en France. Il écoutait ça et il faisait une voix comme ça avec sa tête. Il faisait non. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses, c'est l'amour. Moi je me suis dit, ben voilà, c'est encore un non, c'est encore un refus. C'est pas grave. Et quand le disque s'est arrêté, il a dit, écoutez, j'adore ça, je le signe, combien vous voulez d'avance? À l'époque, parce que c'était un single, hein, à l'époque, on avait demandé l'équivalent de 30 000 $ d'avance. Et c'était oui tout de suite. Il a dit, il n'y a pas de problème, je vous envoie le contrat lundi. Et le lundi, on a reçu le contrat. Et puis voilà, c'était en été, c'était la fin des années 80, à l'époque où le CD apparaissait. Et tout le monde nous a dit que c'est une très mauvaise idée de lancer un disque à ce moment-là, parce qu'en été, tous les attachés de presse, tout le monde dans la promo était en vacances. Il est quand même sorti, et puis ça a été un succès énorme, puisqu'on a vendu 1 million de disques. Pourquoi ne pas avoir continué voilà. vers un autre tube? Alors c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre ce que j'ai expliqué par après dans Tout le monde vous dira non, c'est-à-dire l'importance de l'image. L'importance de l'identité, de l'image, de tout ce qui est en dehors de la musique. Mes frères étant musiciens, eux, ce qui est très important pour eux, c'est la musique. Moi, je n'ai jamais spécialement aimé la musique. J'aime beaucoup la musique classique, mais je ne suis pas du tout quelqu'un je n'aime pas d'aller dans des concerts. Et je pensais justement à ça hier soir, étant donné que quand moi je vais dans un concert, je suis évidemment obligé d'aller à beaucoup de concerts, à beaucoup de lancements de disques, etc. Mais moi, la musique, c'est très rare que ça me fasse vraiment vibrer. Donc je suis un peu comme un visiteur extraterrestre qui essaye de comprendre comment il se fait que les autres applaudissent, que les autres aiment, etc. Et grâce à ça, j'ai analysé beaucoup de choses dans le marketing. Et donc, pour revenir à la question que vous posiez, je me suis rendu compte que le fait d'avoir fait une chanson comme ça avait identifié mes deux frères à un groupe de plus ou moins clowns. Et qu'il fallait absolument qu'ils continuent à faire ce genre de musique parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Mais ça, on ne l'a pas compris, nous, à l'époque. Et donc, on a dit, bon, ben maintenant, on va faire un autre style de chanson, de genre de choses qu'on aime, parce qu'on aimait beaucoup de genres de musique. Ça a encore marché, on a encore fait 2 ou 3 singles, mais ça n'a plus du tout été le même succès. Et puis, à ce moment-là, on a fait un groupe à 3. Mais moi, je détestais chanter, donc on a vite arrêté. On a quand même fait un album qui a eu pas mal de succès au Québec, d'ailleurs. Et puis j'ai décidé d'arrêter et je suis vraiment resté dans le côté vraiment music business, quoi. Quand le déclic de rester dans le même domaine, mais de se consacrer au domaine légal?
C'est venu quand, un jour, je me suis retrouvé dans un bureau de maison de disques à Paris, chez Polydor. On était en face d'un directeur artistique qui est un très grand directeur artistique à Paris, qui a signé énormément d'artistes qui sont devenus après des grandes stars et qui aimait beaucoup cet album qu'on avait fait. Et je me revois encore, c'était à Montmartre, donc c'est dans un quartier particulier de Paris, et il nous dit, ben voilà, moi je crois très fort à votre groupe, et je crois que pour que ce groupe ait tout le succès, il faudrait que vous fassiez une tournée dans des petits endroits pendant 1 an en France. Et moi qui détestais être sur la scène, à travers la fenêtre, je voyais un cimetière. Et je me disais, en fait, il est en train de nous dire qu'on va vivre dans la misère pendant 2 ans, à faire des petits gigs, des petits concerts à droite et à gauche. Et moi, ça c'était hors de question pour moi, ça ne m'intéressait pas du tout comme vie. Mes frères, ils auraient payé pour chanter. Hein. Mais moi, même si on me payait, ça ne m'intéressait pas du tout. J'avais toujours l'impression que j'ennuyais les gens quand je chantais, moi. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ben moi, c'est non. Je ne vais pas faire ça. Je refuse d'avoir cette vie-là. Ça ne m'intéresse absolument pas. J'arrête. Et quand je suis sorti, j'ai dit à mes frères, écoutez-moi, j'arrête de faire ça. Et je vais m'occuper de tout ce qui est... pas tellement l'aspect légal, mais l'aspect légal était important, mais surtout toute la mécanique du succès. Moi, ce qui m'a toujours intéressé dans le show business, ce n'est pas du tout le show business lui-même. Ce ne sont pas du tout les gens du show business, qui ne sont pas forcément des gens spécialement intéressants. Ce n'est pas non plus la musique. Ce qui m'a beaucoup intéressé, ce qui continue de m'intéresser beaucoup, c'est la mécanique du succès. C'est-à-dire, comment est-ce que quelqu'un est dans son sous-sol, fait une chanson, ou écrit un scénario, ou quoi que ce soit d'artistique, comment est-ce qu'on passe de ce moment-là au moment où ça rapporte des centaines de milliers de dollars? Ce n'est pas que je sois spécialement intéressé par l'argent, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment une idée se transforme en quelque chose de concret, entre dans une mécanique, dans un système, et puis fait de l'argent après. Pourquoi ça marche, ou bien pourquoi ça ne marche pas? Ça, c'est ma passion, je trouve ça absolument passionnant comme question. Est-ce qu'on peut pratiquer le métier d'avocat spécialisé en droits musicaux en représentant qu'une seule partie? C'est de l'artiste. Est-ce qu'on peut... Oui, mais moi, je n'ai jamais représenté qu'une seule partie. Hein. Moi, j'ai représenté des producteurs, des maisons de disques, des avocats, des éditeurs, etc. Je dois dire que le plus dur, c'est de défendre des artistes. Parce que les artistes ont un énorme problème, c'est qu'ils ont une très grande ignorance des réalités du show business. Ils ont beaucoup d'illusions. Moi, j'ai dit, je crois dans Tout le monde vous dira non, je pense que les artistes, ils doivent garder leurs rêves, mais ils doivent perdre leurs illusions. Ce sont leurs illusions qui les empêchent de réaliser leurs rêves. Par exemple, l'illusion qu'un jour, il y a un producteur qui va venir les trouver, tellement ils chantent bien. Hein, qu'ils peuvent continuer à chanter dans un bar tous les soirs et que tout à coup, il y a un producteur qui va arriver, qui va dire quelle voix formidable, je vous signe, combien voulez-vous d'avance, et que leur carrière va se faire. C'est ce que j'appelle le syndrome de la Belle au bois dormant. C'est-à-dire, je ne fais rien, mais un jour, mon prince viendra. C'est une illusion qui fait perdre énormément de temps et qui empêche beaucoup d'artistes de réaliser leurs rêves. Donc, c'est plus facile de représenter les producteurs, c'est ça? Oui, parce qu'à cause de ça, beaucoup d'artistes, par exemple, quand j'ai vraiment commencé comme avocat, beaucoup d'artistes croient que la chose la plus importante, c'est d'avoir un contrat avec une maison de disques, à n'importe quel prix. Donc, moi, j'ai vu des artistes me dire, voilà, ce contrat, je ne suis pas sûr que je veux le signer parce que j'ai l'impression que je me fais arnaquer, etc. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais commencer à négocier pour vous. Le lendemain, ils avaient signé en cachette. Tellement ils avaient peur que l'intervention d'un avocat fasse échouer le deal. Donc moi, je leur disais toujours, si l'intervention d'un avocat fait échouer un deal, c'est qu'il ne fallait pas faire ce deal. Parce que si dès que quelqu'un défend vos intérêts, la personne d'en face se dit « Ah, on défend vos intérêts, ben alors à ce moment-là, au revoir », il valait beaucoup mieux ne pas signer le contrat. J'ai eu beaucoup d'exemples. Le premier groupe que j'ai représenté, c'était un groupe de métal qui était signé en Allemagne. Je leur ai dit « Écoutez, ne signez jamais ce contrat parce que ils vont jamais, le disque va jamais sortir, etc. » Ils m'ont dit « Oui, d'accord. » Et puis ils ont quand même signé le contrat. Et effectivement, 5 ans après, ils sont venus me trouver en me disant « Écoutez, voilà, vous aviez raison, on a perdu 5 ans. » Il faut se rendre compte que 5 ans dans une carrière d'artiste, c'est parfois la moitié d'une carrière. Donc c'est catastrophique. Mais les artistes ont tellement d'illusions, tellement de croyances, tellement de peur, et ils refusent de voir la chose en face. Et la plupart du temps, ceux qui refusent de voir ça en face, quand on les revoit, parce que, évidemment, moi, comme ça fait presque 30 ans que je suis là-dedans, moi, je les revois 10 ans ou 15 ans après, et je vois où ils en sont. Mais la plupart ne sont même plus artistes, parce qu'ils n'ont jamais réussi à gagner leur vie là-dedans. Donc, à cause de leurs illusions,
Ils ont tout perdu. Pourquoi Madonna aurait besoin de vos services? Ben, parce que, si vous voulez, il y a eu beaucoup d'artistes... quand on est un avocat américain et qu'on doit faire des deals en Europe, on ne connaît pas le droit européen. Donc, il faut faire appel à des avocats qui connaissent le droit européen. Moi, j'ai eu je ne peux pas les nommer, mais des avocats, des artistes qui étaient des espèces de stars, de grandes stars, qui venaient à Paris et qui cassaient tout dans un hôtel. Hein, parce qu'ils avaient pris de la drogue, ils avaient pris de l'alcool, etc. Ils ne vont pas faire appel à un avocat de Los Angeles pour les défendre. Donc, le droit, les contrats, en plus, les contrats de musique en Amérique du Nord et en Europe sont extrêmement différents. Ce ne sont pas du tout les mêmes contrats. Le droit d'auteur a une tendance à s'unir, mais enfin, il y a encore beaucoup de grandes différences. Donc, on conseille d'ailleurs toujours à un avocat, à un artiste qui va faire un deal dans un pays, de prendre un avocat de ce pays, parce qu'il connaît beaucoup mieux les procédures, les lois, les règlements, etc. quoi. Il y a des gens qui bouillent ici, là. Parce que quand on fait un deal en Allemagne, bon, je ne dis pas forcément qu'il faut prendre un avocat allemand, mais il est essentiel de prendre un avocat européen. Parce qu'un avocat québécois qui va examiner un contrat allemand va dire qu'il y a des choses qui sont inacceptables. À l'inverse, moi, quand j'étais en Europe et que je recevais des contrats de gérance québécois, je les trouvais inacceptables. Parce que ça ne correspond pas du tout aux normes et aux standards européens. Donc il faut connaître, alors évidemment avec le temps, on commence à ça. Maintenant aujourd'hui je sais que dans tel pays c'est tel type de contrat, mais au début on ne le sait pas. Hein. Donc il y a très peu de livres sur le sujet, il y a très peu de cours dans les universités, donc il faut le temps, quoi, il faut la pratique. Je pense même que c'est peut-être mieux qu'un Québécois prenne un avocat québécois pour dealer avec un avocat québécois. Okay. Bon, moi évidemment je fais beaucoup de négociations ici. Mais je comprendrais très bien qu'un Québécois me dise « Oui, mais enfin, votre façon de faire, c'est peut-être un peu trop à l'européenne. Hein, » c'est très important, parce qu'il y a non seulement l'aspect juridique, mais il y a toute la façon de parler d'argent, parce qu'on parle quand même tout le temps d'argent. On ne parle pas du tout d'argent de la même manière aux États-Unis, en Italie et au Québec. Pas du tout. Hein. Quand vous voyez des Québécois ici, par exemple, qui commencent une réunion, eh bien, les Québécois, quand ils commencent une réunion, ils disent comment ça va, est-ce que la route a été bonne, comment vont les enfants. Ils commencent à faire toute une conversation avant d'aller dans le sujet. Les Français, si vous faites une réunion d'affaires avec eux, ça va souvent être au restaurant. On va manger, on va discuter, et puis on va parler. Les Américains, on va directement commencer à parler. Il faut faire très attention dans des négociations, parce que parfois, on peut avoir une attitude qui va vexer l'autre partie, parce que dans sa culture, ça ne se fait pas de... Hein, un Québécois, si on arrive dans une négociation à table, je veux dire, il y a un rendez-vous, puis on arrive, on dit, bon, ok, le contrat, article 2, qu'est-ce qu'on fait? Le Québécois va dire, waouh, attends, on n'en est pas encore là. Il faut d'abord qu'on se dise bonjour, qu'on se caresse un peu dans le sens du poil. Donc ce sont des manières de faire culturelles qui sont très importantes à savoir. En Afrique, par exemple, moi j'ai négocié avec des pygmées, parce que quand on fait de la musique du monde, parfois il y a des gens qui utilisent des musiques africaines pour faire de la musique du monde, et qui ont le souci quand même de ne pas voler les peuples qui sont les créateurs de ces musiques. Eh bien, si vous voulez faire un deal avec des Africains qui vivent encore dans des conditions plus ou moins traditionnelles, eh bien, les Africains ne vont pas du tout accepter de discuter d'affaires avec vous avant 3 jours. Parce que dans ces cultures où vous n'avez pas de système judiciaire, il n'y a aucun recours si l'autre ne respecte pas son contrat. Donc la seule chose sur laquelle on peut se baser, c'est l'honnêteté de l'autre. Et il faut bien 3 jours pour voir si quelqu'un tient sa parole ou pas. Tandis que dans les systèmes plus occidentaux, eh bien, on se dit, c'est pas grave, s'il ne respecte pas le contrat, on va au procès. Mais dans ces cultures-là, le procès n'est pas quelque chose qui existe. C'est la même chose d'ailleurs dans les cultures du nord du Québec, dans les cultures autochtones. Le système judiciaire n'est pas du tout le même. Regardez comme ça pose des problèmes, même dans des procédures criminelles. Quand on voit des autochtones qui ont commis des crimes, ils arrivent devant le tribunal, on les voit qui sont tout à fait impassibles, parce que dans ces cultures-là, ça ne se fait pas du tout de montrer ses émotions. C'est un grand signe de faiblesse de montrer ses émotions. Et donc vous avez des Blancs qui les jugent en disant « mais regardez, il ne regrette même pas ce qu'il a fait, parce que sur son visage, on ne voit rien ». Mais ça n'a rien à voir. C'est parce que dans une culture comme ça, ça ne se fait pas. De même, si vous demandez à des cris du nord du Québec, il y a eu beaucoup de problèmes avec ça, de jurés qui vont dire toute la vérité,
jamais un CRI ne va jurer qu'il dit toute la vérité, parce que dans la culture CRI, la notion de vérité est extrêmement importante. Et quand vous demandez à un CRI qui a 2 enfants combien il a d'enfants, il répond peut-être 2, parce qu'il se dit peut-être que sa femme est enceinte et qu'il ne le sait pas encore. Et donc, un CRI qui est tellement sensible à cette notion de vérité ne va jamais vous dire « je jure de dire toute la vérité ». Il va dire « je jure de dire la vérité que je connais, mais pas toute la vérité ». Alors, il y a des gens qui disent « vous voyez, ce sont des menteurs », mais ce n'est pas du tout ça. Ce sont des conceptions très différentes de choses essentielles. À vous écouter, il faudrait surtout ne pas négocier par Internet. Parce que là, aujourd'hui, nos compositeurs musicaux, ils s'échangent des SoundCloud, des Facebook et tout, puis... premièrement, si vous savez, comme vous avez lu le livre, aucun artiste ne doit négocier lui-même. Ça, c'est la règle de base. Parce que c'est très difficile pour un artiste de parler d'argent. Premièrement, c'est très difficile de se vendre soi-même. Et deuxièmement, quand on parle d'argent, on commence à avoir une réputation très mauvaise auprès du milieu artistique. Regardez avec Lara Fabian. Lara Fabian a eu cette réputation d'être quelqu'un qui n'est intéressé que par l'argent, parce qu'elle parlait d'argent. Ça ne se fait pas de parler d'argent. Il faut prendre un manager et de toute façon, au bout du compte, il faut prendre un avocat spécialisé pour négocier n'importe quel contrat de l'industrie. Je vois encore des artistes d'ici qui ont vendu des quantités incroyables de disques et qui ont signé un contrat d'édition en ne sachant même pas de quoi il s'agissait. Éric Lapointe, vous savez qu'Éric Lapointe, lui, il s'est retrouvé dans une procédure invraisemblable parce qu'il avait signé un très mauvais contrat et il est arrivé, après avoir signé le contrat, devant le tribunal en disant « Voilà, moi, je considère que ce contrat est nul parce que mon gérant, à l'époque, quand il a négocié ce contrat, il n'y connaissait rien. Donc, c'est un mauvais contrat. » Mais ça ne marche pas du tout comme ça. Éric Lapointe était un adulte, consentant, le contrat était valable. Et Éric Lapointe paye encore aujourd'hui les conséquences de cette espèce de moment d'inattention, mais de croyance, d'ignorance complète, alors qu'il existait des avocats spécialisés. Il y en a beaucoup au Québec quand même. Est-ce qu'on peut relier cette histoire-là à ce qui est arrivé récemment à Corneille? Parce que on lisait dans la presse que Corneille avait eu une injonction de son ancienne compagnie de disques, parce que Corneille avait sorti son single sur iTunes, et puis son ancienne compagnie de disques lui avait demandé de ne pas faire ça. Donc, oui. Comment est-ce qu'on en peut arriver là? Est-ce que c'est justement une petite ligne dans le contrat? Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça, j'ai dit toujours, vous savez, on reproche toujours aux avocats d'être très chers, mais vous ne pouvez pas... un avocat qui est spécialisé, qui reçoit un contrat, en 3 minutes, il peut enlever un mot qui va faire que tout le contrat devient intéressant. Et s'il n'enlève pas ce mot, ce contrat n'est pas du tout intéressant. Je vous donne un exemple concret. Quand un artiste enregistre un album avec une maison de disques, la maison de disques ou le producteur met de l'argent pour produire. L'album coûte par exemple 100 000 $, enfin mettons 30 000 $. Et il dit à l'artiste, voilà, ça me coûte 30 000 $, tant que les revenus de cet album ne sont pas égaux à 30 000 $, moi je ne te paye pas de royalties. C'est ce qu'on appelle la récupération de l'investissement. Il peut arriver que le premier album ne fonctionne pas, mais le producteur dit, c'est pas grave, on va en faire un deuxième. Et il réinvestit 30 000 $, et il redit à l'artiste, voilà, tant que tu n'auras pas 30 000 $, etc. Ça ne marche toujours pas, mais ça va mieux, les radios accueillent mieux, l'artiste commence à être aimé par le public, donc le producteur dit, je fais un troisième album. Et il réinvestit encore 30 000 $. La question qui se pose, parce que supposons que ce troisième album commence à devenir un très grand succès, c'est, est-ce que le producteur doit récupérer 3 fois 30 000 $, c'est-à-dire 90 000 $, avant de payer l'artiste, ou est-ce qu'il ne récupère que les 30 000 $ qu'il a mis sur cet album? Bon, c'est ce qu'on appelle c'est un mot un peu bizarre, mais la cross-récupération. Eh bien, un avocat qui voit que dans ce contrat, il y a une cross-récupération et qu'il enlève, vient de faire gagner au moins 60 000 $ à l'artiste. Alors, il va envoyer une facture de, mettons, 5 000 $. On va lui dire, mais ça vous a pris 5 minutes. Ça a même peut-être pris 5 minutes, mais ça vous a fait économiser 60 000 $. Tandis qu'un avocat qui n'est pas spécialisé, lui, va commencer à modifier des choses que généralement on ne négocie pas dans les contrats, et il va peut-être faire en sorte que le contrat va être tout à fait légal, mais la plupart des contrats qui ont fait l'histoire de l'arnaque du show business étaient tous des contrats très légaux.
C'est justement ça le problème, c'est que vous allez devant un juge, le juge va dire, écoutez, moi je ne peux rien faire, ce contrat est conforme à la loi. Maintenant, il n'est pas dans votre avantage, mais ça c'est votre problème parce que vous l'avez mal négocié, mais je ne peux rien faire, donc ce contrat continue. Donc il faut nécessairement qu'un artiste fasse affaire à un avocat spécialisé, parce qu'il n'y a qu'un avocat spécialisé qui va pouvoir dire, écoute, les normes actuellement, c'est une avance de autant, des royalties de autant, un contrat qui dure autant, ça c'est le standard, que ne pourra jamais faire un avocat spécialisé en divorce. D'ailleurs, vous savez que les Gypsy Kings, donc, qui sont un groupe qui a eu un succès aussi colossal, comme ils venaient d'un petit village du sud de la France, quand il a fallu négocier le contrat qui était venu des États-Unis, ils ont trouvé un avocat spécialisé en divorce. Qu'est-ce que vous voulez qu'un avocat spécialisé en divorce fasse devant un contrat qui vient de Los Angeles et pour une carrière qui est devenue après une carrière mondiale? Donc au moment où le contrat arrive, tout artiste devrait avoir le réflexe de dire avocat spécialisé. Maintenant, ils ne le font pas, premièrement parce qu'ils estiment que ça peut faire échouer le deal, ce qui veut dire qu'ils préfèrent avoir un mauvais deal que pas de deal. Ça, c'est une très très mauvaise chose. Et deuxièmement, ils disent ça va coûter de l'argent, je n'ai pas l'argent. Seulement, quand vous analysez la vie que les artistes ont, que les artistes qui disent qu'ils n'ont pas d'argent ont, comme par hasard, ils peuvent acheter une voiture, ils peuvent partir en vacances, ils peuvent acheter le dernier synthé, ils peuvent s'acheter un logiciel, mais ils n'ont pas d'argent pour l'avocat. Mais ce n'est pas pour l'avocat, c'est pour eux. Et s'ils ne payent pas leur avocat, je peux vous dire que moi, dans tous les cas, ça va leur coûter 10 fois plus cher après. Parce qu'après, quand ils seront pris dans un contrat duquel ils ne peuvent pas sortir, comme Corneille. Corneille avait les moyens de se payer un avocat, mais il y a une clause dans le contrat apparemment qui manquait. Et si cette clause avait été là, une petite clause de 3 lignes, Corneille aurait pu résilier son contrat, et puis c'était fini. Et maintenant, il se retrouve avec des procédures, vous imaginez quand même les conséquences. Hein, les conséquences pour Corneille qui ne peut pas sortir son album ici. Des chansons qui tombent dans le domaine public. Je vais prendre votre exemple du boléro de Ravel. Okay, là, ça fait plus de 70 ans qu'il est mort, donc c'est tombé dans le domaine public un peu partout dans le monde. Okay? Donc ici, c'est 50 ans, et en France, c'est 70 ans. Oui, ça? Oui. Mais moi, en tant que DJ, en tant que compositeur musical, qu'est-ce que ça me donne le droit de faire ça avec le boléro de Ravel comme droit mécanique ou comme droit de représentation? Est-ce que ça me donne... Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Alors, quand une œuvre est tombée dans le domaine public, ce qu'on peut faire, c'est on fait ce qu'on appelle un dépôt d'arrangement sur le domaine public. Donc, je prends une œuvre qui n'est plus protégée, j'en fais un nouvel arrangement. Selon les sociétés d'auteurs, certaines sociétés d'auteurs acceptent alors qu'on devienne 100% auteur de tout. Mais de cet arrangement-là, bien entendu. D'autres sociétés d'auteurs disent non, la quotité de l'arrangeur, elle ne peut pas dépasser un certain pourcentage. Mais donc, pour répondre à la question, il est possible, en prenant une œuvre du domaine public, d'en faire un nouvel arrangement et de la déposer comme si c'était une nouvelle œuvre. Et donc, on devient à 100% auteur-compositeur de cette œuvre. Wow! C'est cool. Donc, on pourrait ne pas être créatif et faire de l'argent, c'est ça? Oui, mais ça c'est bien sûr, bien sûr. Bien sûr, oui. Est-ce qu'il existe une banque de données pour savoir, est-ce qu'il existe une plateforme web pour savoir quels sont les titres qui sont tombés dans le domaine public? Non, ça n'existe pas, parce que c'est une matière qui est quand même assez technique. Premièrement, dans les pays européens, la durée n'est pas la même dans tous les pays. Hein, donc parfois c'est 50 ans, parfois c'est 70 ans. Il y a eu, en plus, dans les pays européens, des tas de problématiques qui sont techniques, mais je vais juste vous l'expliquer pour vous montrer à quel point c'est technique. En Europe, en France, notamment, on avait dit les auteurs-compositeurs qui ont connu les deux guerres, hein, c'est-à-dire la guerre de 14-18 et la guerre de 40-45, n'ont pas pu jouir de leurs droits pendant la guerre parce qu'effectivement, bon, peut-être qu'ils n'étaient pas là, ou bref, il y avait la guerre, etc. Donc, on va prolonger la durée du droit d'auteur de durée de 2 fois 7 ans. Donc, le délai qui, à l'époque, était de 50 ans, est passé de 50 ans, plus 7 ans, plus 7 ans, ça fait 64 ans. Arrive à ce moment-là la législation européenne. La législation européenne dit on va tout harmoniser maintenant, c'est plus 50 ans, c'est 70 ans. La question s'est posée de savoir, oui, mais c'est 70 ans, est-ce qu'on ajoute les 14 ans pour ceux qui ont eu les 2 prolongations de guerre, ou est-ce que le délai de 70 ans comprend déjà les 14 ans? Et ça, c'est un problème énorme. Il faut se rendre compte que les enjeux financiers sont colossaux. Hein, sont colossaux.
Donc ça, c'est un problème qui s'est posé. Il y a d'autres problèmes. Par exemple, quand c'est une œuvre de collaboration, hein, c'est une œuvre qui a été écrite entre un auteur et un compositeur. On se dit, bah ouais, c'est bon, le compositeur est mort depuis plus de 50 ans, il est dans le domaine public. Non, parce qu'en fait, le délai commence à la mort, le 1er janvier, qui suit la mort du dernier, du plus jeune. Donc si le compositeur est mort depuis plus de 50 ans, mais l'auteur est mort, lui, depuis seulement 10 ans, l'œuvre n'est pas dans le domaine public. Alors il faut faire très attention, parce qu'il y a eu énormément de procès de gens qui se disaient, bah, cette chanson, elle est dans le domaine public, je vais en faire quelque chose, et elle ne l'était pas. Donc, pour savoir si une œuvre est dans le domaine public ou pas, il faut appeler ici la SOCAN. La SOCAN représente le territoire mondial, le répertoire mondial. Donc, vous appelez la SOCAN, vous dites, voilà, est-ce que cette œuvre est encore protégée? La SOCAN ne va jamais accepter de vous dire de manière officielle qu'elle ne l'est plus, mais elle va vous donner un indice. À ce moment-là, quand vous connaissez le nom de l'auteur, le nom du compositeur, ben, vous faites vos recherches, vous pouvez consulter un avocat spécialisé, en calculant les délais, ben, vous allez pouvoir dire, ah oui, ben, apparemment c'est dans le domaine public. Mais maintenant, ça c'est une chose concernant les œuvres. Il y a une autre problématique pour les DJ, ce sont les enregistrements. Hein, parce qu'il faut savoir que non seulement l'œuvre est protégée, donc les paroles et la musique, mais l'enregistrement est encore protégé. Il y a ce qu'on appelle le droit voisin. Un DJ ne peut pas utiliser un enregistrement, commencer à l'incorporer à d'autres enregistrements sans l'accord, d'une part, des auteurs-compositeurs de la musique reprise dans l'enregistrement, et d'autre part, du propriétaire de l'enregistrement. Et on se retrouve dans des cas de figure qui sont très fréquents. C'est par exemple, vous savez, il y a beaucoup d'enregistrements qui sont en train de tomber dans le domaine public aujourd'hui. Hein, parce que le domaine public de l'enregistrement, c'est 50 ans à compter de l'enregistrement, pas à compter de la mort du producteur, c'est à compter de l'enregistrement. Donc ça veut dire tous les enregistrements qui ont été faits avant 1950, ils sont dans le domaine public. Je crois qu'il y a déjà des chansons d'Elvis, hein, il y a toute une série de chansons très connues qu'on peut reproduire sans payer quiconque. Et donc vous avez une situation où, dans le cas des œuvres, des chansons d'Elvis Presley, par exemple, certains enregistrements d'Elvis Presley sont dans le domaine public, mais les œuvres qui sont incorporées dans ces enregistrements sont encore protégées. La base du music business, c'est de bien comprendre la différence entre l'enregistrement d'une œuvre et l'œuvre. Si on ne comprend pas ça, il faut tout arrêter et essayer de comprendre, hein, parce que ce sont vraiment les deux piliers, ça. Donc il y a d'une part mon œuvre, qui est quelque chose d'intangible, d'invisible, hein, d'immatériel, et puis il y a d'autre part la fixation d'une interprétation de cette œuvre, qui est l'enregistrement. Et les deux délais de protection ne sont pas les mêmes. Alors, vous vous rendez compte que ça représente des milliards de dollars, cette question. Hein. C'est une question qui vaut des milliards de dollars, parce qu'elle est valable pour les films aussi. Il y a toute une série de films qui vont tomber dans le domaine public, qui sont déjà tombés dans le domaine public. Ça veut dire que les télévisions peuvent le diffuser gratuitement. Je peux moi-même organiser des projections sans payer quiconque, parce que c'est tombé dans le domaine public. Donc l'industrie à Hollywood a très mal pris ça, parce qu'elle s'est dit, attends, donc ça veut dire que nous, on a investi des millions de dollars et ça disparaît. Elle a été jusqu'à changer complètement la législation sur le droit d'auteur. Et donc, ces délais de 50 et de 70 ans ne s'appliquent pas du tout aux États-Unis. Aux États-Unis, les œuvres sont protégées, on peut dire, en moyenne une centaine d'années. Donc, vous voyez comme c'est complexe de dire c'est protégé. Non, ça peut être libre dans un pays et encore protégé dans un autre. Ce qui pose à son tour d'autres problèmes. Parce que, est-ce que moi je peux publier au Québec, puisque ça s'applique à la littérature aussi évidemment, est-ce que je peux publier au Québec une œuvre qui est tombée dans le domaine public au Québec, mais qui est encore protégée en France, ou pas? Vous voyez, donc c'est très complexe comme question. Là, pour Hollywood, vous faites référence au Mickey Mouse Act. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le Mickey Mouse Act, parce que, et c'est curieux, enfin c'est curieux, c'est finalement pas du tout curieux, mais Walt Disney qui n'a vécu, quand on voit les grands films de Walt Disney, ce sont des films qui n'ont pu exister que parce que les œuvres que ça racontait étaient dans le domaine public. La Belle au bois dormant, enfin tous les trucs de Walt Disney, c'était des œuvres françaises qui étaient tombées dans le domaine public depuis longtemps. Donc Walt Disney, quand ils ont fait leur film, ils n'ont dû demander l'autorisation à personne. Ils ont profité que ce soit dans le domaine public pour en faire des films. Mais après, ils sont venus dire, écoutez, ce serait scandaleux que nos films tombent dans le domaine public. Mais ils ont obtenu
cette dérogation. Enfin, ce n'est pas une dérogation, c'est carrément un changement de la loi. Et maintenant, on peut se poser une question que moi je me suis toujours posée d'ailleurs, et auquel je n'ai jamais eu de réponse, c'est, au fond, pourquoi est-ce que les œuvres devraient un jour tomber dans le domaine public? Vous savez, en France, moi je connais des familles qui habitent le même château depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans, ils sont dans le même château. Parce que leur ancêtre a un jour fait construire le château, c'est devenu sa propriété, et puis on s'est transmis cette propriété de génération en génération. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas comme ça pour les œuvres? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les héritiers de Mozart continuent à percevoir leurs droits? Ce serait tout à fait normal. Et le fait que le droit d'auteur, c'est ce qu'on appelle un droit de propriété, il faut bien se rendre compte que c'est une propriété bizarre, parce que je possède une chaise, mais 50 ans après ma mort, ce n'est plus à moi. Personne n'accepterait ça dans le domaine matériel. Pourquoi l'accepte-t-on dans le domaine immatériel? Alors la vieille idée qui est derrière ça, est une idée très romantique qui remonte au XVIIIe siècle, qui est de dire, mais c'est normal, parce qu'en fait, quand moi je suis un créateur, finalement, d'où vient mon inspiration? Elle vient de la nation. Elle vient de ce que je vois dans la rue, de ce que j'ai comme idée quand je rencontre des gens, etc. Donc en fait, je prends mon inspiration chez les gens, et après, je vais demander aux gens de payer pour voir ce que j'ai créé sur base de ce qu'ils ont fait eux. Ce n'est pas normal, a dit le législateur il y a très longtemps. Donc il faut à un moment donné rendre à la nation ce qu'on lui a pris. On comprend que c'est une idée romantique et qui est fausse. Parce que si aujourd'hui vous achetez un album de Mozart, ça ne vous coûte pas moins cher qu'un album de Eminem. Or, Mozart est dans le domaine public. Eminem ne l'est pas, mais il n'y a aucune différence au bout du compte. Les auteurs, compositeurs et les créateurs sont extrêmement mal servis dans tous les pays du monde. Au Québec, les droits d'auteur sont scandaleusement bas. Quand vous analysez la différence entre ce que rapporte un disque vendu en droits d'auteur ici et en France, je ne vous parle pas des droits d'exécution qui évidemment sont beaucoup plus élevés en France parce que c'est un pays où il y a beaucoup plus de diffusion, mais les droits mécaniques, c'est incroyable que ce soit si faible. Pourtant, qu'est-ce qui existerait sans les créateurs? Regardez un livre, un auteur de livre touche en moyenne 10% du prix du livre. Ça veut dire que son apport dans le livre n'est que 10% du livre. Son apport dans le livre est 100%. Si vous voulez négocier plus, vous pouvez avoir plus, mais enfin, c'est assez rare. C'est toujours très bas. Les auteurs, les créateurs ont toujours été quand même exploités. D'autant plus facilement que, pour la raison que je disais tout à l'heure, les créateurs sont toujours d'accord de signer à peu près n'importe quoi, du moment que leur œuvre, que leur album soit chez un disquaire, que leur livre soit chez un libraire et que leur film soit à l'écran. Et ils oublient toujours que, à cause de ça, ils peuvent perdre des millions de dollars. C'est incroyable. La réédition de votre livre date de 2009, oui. Si je me trompe. Oui. Nous sommes en pleine révolution numérique, malgré le fait que Steve Jobs nous a quittés il y a quelques semaines. En 2 ans, il s'est quand même passé beaucoup de choses. On parle de... Il y a 2 ans, on parlait de cloud computing. Aujourd'hui, le cloud computing, c'est un fait. On se dirige là-dedans. Quel avenir avons-nous, nous, auteurs-compositeurs? Mais premièrement, si vous voulez, je crois que le show business lui-même ne change absolument pas. C'est-à-dire, les modes d'exploitation changent. Hein. Mais le show business en lui-même, cette mécanique qui fait que quelqu'un devient star ou pas, ça n'a pas changé depuis le début, depuis les années 30. C'est la même chose, c'est la même mécanique, c'est la même chose. Maintenant, au niveau des exploitations, il y a beaucoup de changements puisqu'on découvre des nouvelles façons de consommer de la musique. Un auteur-compositeur, aujourd'hui, on peut dire que, moi j'ai toujours dit que ce qu'on appelle la crise du disque, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que, premièrement, je dois dire que la crise du disque, comme je l'ai dit dans Tout le monde vous dira non, moi ça fait 25 ans que j'en entends parler. 25 ans qu'on me parle de la crise du disque. Donc moi, je doute qu'il existe une crise du disque. D'ailleurs, dernièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est étonnant, au Québec, les ventes de disques ont tendance maintenant à augmenter. C'est à peu près le seul pays du monde où les ventes de disques sont en train d'augmenter. Partout ailleurs, elles diminuent. Donc ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, donc, les auteurs-compositeurs, grâce à la crise du disque, qu'est-ce qui leur arrive? Il leur arrive que, autrefois, les maisons de disques
moi je me souviens très bien de cette époque, hein, les maisons de disques, en faisant à peu près n'importe quoi. Il suffisait qu'ils sortent un album d'Elton John, hein, je me souviens très bien, parce qu'on me l'avait dit, d'une maison de disques à Paris qui m'avait dit, c'était Universal, je crois qu'il m'avait dit, de toute façon, nous, notre année est faite, parce que cette année, on a un album d'Elton John. Il suffisait qu'ils sortent un album d'Elton John pour que tout le monde soit payé et que l'argent coule de partout. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça, parce que même si Elton John sort encore un album, à l'époque, Elton John, il représentait 3% du marché mondial du disque. C'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, Elton John sort un album, que fait le jeune de 20 ans? Il dit « Ah, super, je vais le télécharger. Hein ». Alors, ça a quoi comme effet? Mais ça a comme effet que beaucoup moins d'argent tombe dans les maisons de disques. Qu'est-ce que ça a comme effet, comme conséquence? C'est que les maisons de disques, pour la première fois de leur histoire, commencent à être obligées de réfléchir au marketing, ce qu'elles n'ont jamais fait autrefois. Le marketing des maisons de disques autrefois, ça se limitait à on va le faire passer à la télé, on va acheter une page dans un magazine et on va faire des affiches. Mais ça, ce n'est pas du marketing. Ce n'est pas du marketing. Alors tous les incompétents des maisons de disques, et Dieu sait qu'il y en a, sont partis des maisons de disques. De même, tous les chanteurs, les artistes qui ne venaient dans le show business que pour faire de l'argent, sont partis aussi, parce qu'ils se sont dit finalement il y a peut-être moyen de faire plus d'argent dans le sport ou dans le cinéma. Hein. Donc le show business se purifie un peu grâce à cette crise. Ce qu'il faut considérer aussi, c'est qu'il existe aujourd'hui beaucoup plus de sources de droits qu'autrefois. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une multiplication des radios, une multiplication des canaux, la multiplication d'Internet. On n'a pas encore réglé la question d'Internet, mais ça va évidemment se régler. Donc, on vend moins de disques, mais on touche plus de droits. Si vous voyez les rapports des sociétés d'auteurs dans le monde entier, les chiffres montent tous. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un auteur-compositeur, ce qu'il doit faire concrètement, c'est faire très attention à sauvegarder ses droits d'auteur. C'est très important parce que les supports, on ne sait pas très bien ce qu'ils vont devenir. Peut-être qu'il va y avoir une disparition des supports. On parle de ça depuis 10 ans. Mais en tout cas, le droit d'auteur, lui, ne va pas disparaître. Et comme quand ma chanson est diffusée à la radio, à la télévision ou quelqu'un la chante en concert, ça me rapporte des droits, il faut que je conserve ces droits-là. Ça veut dire qu'il faut faire très attention avant de signer des contrats d'édition ici. Parce que le contrat d'édition revient à céder 50% de ses droits à un éditeur. Pourquoi lui céder 50% des droits? Est-ce que l'édition musicale est encore quelque chose aujourd'hui qui a du sens? Personnellement, j'en doute beaucoup. Hein, parce que la plupart des éditeurs ne foutent absolument rien et ils encaissent de l'argent. Vous avez dit Internet, c'est pas clair, c'est pas encore réglé. Êtes-vous dans le secret des dieux? Est-ce que vous savez s'il y a des négociations avec... pourquoi que je vous demande ça? Parce que on va sur la page de la SOCAN. Puis le vice-président, avec sa petite webcam, il dit écoutez, Internet, c'est une zone grise, on ne sait pas du tout quoi faire avec ça. Donc, moi, je suis un petit peu découragé. Vous, est-ce que vous êtes encouragé? Est-ce que vous êtes dans le secret des dieux, dans le sens que est-ce qu'il y a des informations que vous possédez que nous, on n'a pas encore? Oui, parce que, oui, je ne sais pas. Mais il faut dire qu'il y a une grande lutte qui se passe entre deux possibilités par rapport à Internet. Vous avez, selon moi, premièrement, on ne reviendra jamais en arrière. C'est fini. Je veux dire, aujourd'hui, vous parlez à un jeune de 15-20 ans, il ne sait même pas que c'est illégal d'aller sur Internet, de prendre une photo d'un site et de la reproduire sur son site. Il n'en sait absolument rien, il ne comprend même pas pourquoi. Je crois qu'il ne comprend pas pourquoi, parce qu'il a été, et je pense que c'est un juste retour du bâton, on a fait croire à tous ces gens que tout était gratuit. Hein, donc, évidemment, à un moment donné, ils l'ont cru. Hein, l'idée de dire le slogan de l'abbé, du magasin L'Abbé, c'est j'aime, j'achète. Hein, j'aime quelque chose, je vais le prendre. Le côté de l'abondance, etc. On a fait croire tout ça à beaucoup de gens. Donc les notions de droit d'auteur ont disparu. Jamais ça n'arrivera pas que qu'une société change et dise maintenant on va respecter le droit d'auteur. Ça c'est fini. Donc, la seule possibilité pour que cette question de droit d'auteur soit réglée sur Internet, c'est de faire payer les fournisseurs d'accès. Il n'existe aucune autre possibilité. C'est-à-dire, je m'abonne à Vidéotron, eh bien, en plus de mon abonnement à Vidéotron, je vais payer X $ par mois, et ça va payer les droits d'auteur des chansons que j'écoute, des films que je regarde, etc. La grosse question qui se pose, évidemment, elle est double. D'une part, c'est que les fournisseurs d'accès ne veulent pas, parce qu'ils disent que ça va augmenter le coût
Donc ça ne les dérange pas d'augmenter sans cesse les coûts. Mais si c'est pour payer des autres, là ça les dérange beaucoup. Et d'autre part, la grande question c'est oui mais comment va-t-on répartir cet argent? Oui, tout le monde va peut-être payer 10 $ ou 5 $ de plus, mais ils vont arriver où ces 5 $? Comment est-ce qu'on saura qui a regardé quel film? Donc c'est ce qu'on appelle le système de la licence globale. C'est-à-dire, je ne paye plus l'auteur de telle œuvre parce que c'est cette œuvre-là que j'ai écoutée. Non, je mets cet argent dans un pot commun et après, ce pot commun est réparti entre plein de gens. Les sociétés d'auteurs sont très opposées en général à ce système-là parce que c'est la signature de leur disparition. Hein, les sociétés d'auteurs ont toujours dit « nous rémunérons de façon juste, etc. » Ce qui n'est pas vrai, parce que dans toutes les radios privées, par exemple, toutes les stations FM, on rémunère au sondage. C'est-à-dire que je vais par exemple prendre tout ce qui est diffusé le mardi, et je vais faire une règle statistique d'extrapolation en disant ben, tout ce qui est joué le mardi, je considère que c'est joué toute la semaine. Mais moi, j'ai vu le cas, vous pouvez arriver auprès de certaines sociétés d'auteurs en disant, écoutez, j'ai ici la preuve que j'ai été joué un vendredi et qu'on m'a joué toute la journée du vendredi parce que c'était un hommage spécial. La société d'auteurs va vous dire, nous sommes désolés, mais notre règlement, c'est les sondages, vous n'êtes pas dans le sondage, au revoir. J'ai eu le cas, par exemple, parce que je me suis beaucoup occupé de ça, avec un groupe qui s'appelle la Compagnie Créole. La Compagnie Créole est un groupe qui, en France, est toujours diffusé dans les discothèques à 4 h du matin, au moment où tout le monde est sous. Hein, parce que là, tout le monde est sous, on chante c'est bon pour le moral et des machins comme ça. Bon. Et moi, mon client, c'était l'éditeur de la Compagnie Créole qui me dit, écoute, voilà, il y a un problème, on ne touche pas de droits. On ne touche pas les droits. On sait que c'est joué dans toutes les discothèques parce qu'on a envoyé des gens dans les discothèques qui l'ont noté, mais on ne touche pas de droits. Et on a fait toute une série de procédure pour perdre finalement, parce que la société d'auteur a retrouvé un très vieux règlement que personne ne connaissait, 10 ans, c'était pas du tout la Socan, hein, c'était en France, 10 ans, après 3 h 30 du matin, les discothèques sont payées par sondage. Donc les chansons diffusées dans les discothèques, c'est des sondages. Mais comme à 3 h 30 du matin, il n'y a personne dans les discothèques des agents de la SACEM, ils ne recevaient rien. Et ça a été perdu en première instance, en appel et en cassation. Donc, je vous dis ça pour vous dire que le principe de ne pas payer l'auteur-compositeur chaque fois que son œuvre est utilisée, il existe déjà. Parce que c'est le cas pour toutes les radios privées, pour beaucoup de discothèques, etc. Il faut l'étendre à Internet, parce que c'est la seule solution. Alors bien entendu, il se passe avec ça le même problème que celui qu'on a aujourd'hui avec la taxe Tobin, là, la taxe qu'on veut, on veut taxer les transactions financières de la bourse. Et le problème se pose là aussi, parce que, par exemple, je sais que l'Allemagne est plus ou moins pour, mais l'Allemagne dit, oui, mais si nous, on prend 1% ou 1,5% sur toutes les transactions qui se passent à la bourse en Allemagne, alors qu'il n'y a pas cette taxe en Angleterre, ben les gens ils vont aller en Angleterre faire des transactions financières. Donc, ou bien tout le monde le fait, ou bien personne ne le fait. C'est le même problème qui se passe avec Internet, parce qu'on dit, oui, on va faire ça au Québec ou au Canada, mais ok, mais alors ils vont tous déménager, ils vont aller faire leur site en Allemagne. Hein? Donc, il y a un grand problème qui devrait être réglé, parce qu'en attendant, les auteurs-compositeurs sont ceux qui payent ça. Parce qu'on prend leurs œuvres et personne ne les rémunère. Voilà, une grande question. Écoutez, on va faire une pause. Oui. Et puis, après la pause, ben, ça sera les questions de nos producteurs en herbe. Parfait. Un gros merci. Merci à vous.